Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Difficile équilibre entre la transparence de la vie politique et le respect du secret médical. Après la révélation de l'opération de François Hollande en 2011 pour une hypertrophie bénigne de la prostate, la classe politique appelle au respect de la vie privée. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi soir. À 3 mois des municipales, l'UMP cherche le ton pour contrer la politique du gouvernement. Mais la droite ne trouve apparemment pas les arguments qui font mouche face à un exécutif affaibli dans les sondages. L'opposition patine et ne se fait pas entendre. Pourquoi? On en parle avec notre invité politique ce soir, l'ancien ministre et sénateur UMP, Gérard Larcher, tout à l'heure. Et puis trop, c'est trop. De plus en plus de contribuables n'arrivent plus à payer leurs impôts. Les demandes d'échelonnement augmentent dans les centres d'impôts. Les plus touchés sont les chômeurs et les petits commerçants, mais pas seulement. L'analyse à suivre de Jean-Luc Gombaud. Mort d'un tortionnaire non repenti, son nom gardera à tout jamais une odeur de soufre. Paul Ossarès avait revendiqué au début des années 2000 la torture pendant la guerre d'Algérie, ce qui lui a valu une condamnation pour apologie de la torture. Extrait d'une interview accordée à Public Sénat tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Le pacte d'avenir pour la Bretagne suffira-t-il à calmer la grogne des bonnets rouges? Le gouvernement l'espère. Le Premier ministre a présenté sa feuille de route aujourd'hui avec des mesures d'urgence et un plan à long terme pour dynamiser différentes filières agricoles et agroalimentaires. Les détails avec Flora Sauvage. Un pacte d'avenir pour la Bretagne à la table du Conseil des ministres ce matin. Après la mobilisation des bonnets rouges à Carhaix samedi, qui a rassemblé entre 17 000 et 40 000 personnes, le gouvernement propose une série de mesures pour soutenir la Bretagne, fortement touchée par la crise. Premier objectif, sécuriser l'emploi en offrant aux salariés licenciés 97% de leurs revenus pendant un an. Pour les élus bretons au Sénat, les mesures apportées semblent positives. Le pacte d'avenir va aider la Bretagne, effectivement. Maintenant, pour l'avenir, je crois que aussi vite et aussi au pas de charge, alors j'ai participé à 2 réunions de concertation pour l'élaboration de ce pacte, mais ça s'est fait à une telle vitesse qu'à mon sens, pour répondre à l'urgence, la réponse c'est oui. La seconde, il faudra beaucoup plus de temps parce que nous, ce que nous attendons, c'est une véritable transition sur les pratiques agricoles et agroalimentaires bretonnes. L'État va mettre la main à la poche avec 1 milliard d'euros, toutes aides confondues, dont 15 millions pour l'industrie agroalimentaire. Mais sortir la région de la crise implique aussi de désenclaver la Bretagne en développant le haut débit et le TGV afin de relier Quimper et Brest à Paris en 3 heures. Le pacte d'avenir a été transmis au Conseil régional de Bretagne pour que les acteurs locaux puissent en débattre avant la signature officielle le 13 décembre. Les organisations syndicales craignent que le pacte d'avenir ne soit qu'un effet d'annonce pour déminer la contestation. C'est voté, 268 voix pour, 138 contre. Après des semaines de controverses, les députés ont adopté la proposition de loi qui vise à lutter contre la prostitution en France, notamment en pénalisant les clients. La législation change ainsi radicalement. Le texte doit être par la suite examiné au Sénat et une vingtaine de sénateurs de tous bords réclament ce soir un examen rapide à la Haute Assemblée. Dans l'actualité également, les régions se plaignent, elles ont de moins en moins d'argent. L'État, autrefois grand pourvoyeur de moyens, a fermé le robinet des dotations et du coup, certaines collectivités se retrouvent étranglées et donc tentées par l'augmentation des impôts locaux. Mais à l'approche des élections municipales, il ne fait pas bon d'évoquer ce sujet. Il faut donc trouver d'autres pistes, notamment celles qui pourraient venir de la remise à plat de la fiscalité. On voit tout cela avec Mounir Soussi. La réunion entre les représentants des collectivités et le Premier ministre aura au moins permis de dresser un constat. Une clarification est nécessaire. On est tous d'accord pour dire que la fiscalité locale était un peu à bout de souffle, qu'il fallait la revoir dans un sens de la lisibilité, de la responsabilité au profit des collectivités locales. Celles-ci doivent pouvoir lever l'impôt de façon claire. Une volonté en partie satisfaite, le gouvernement vient de lancer une grande réforme des valeurs locatives. Le principe, aligner les taux des taxes foncières et d'habitation, aujourd'hui sous-évalués, sur les prix des loyers actuels. Les échéances qui sont annoncées, c'est d'abord sur toute la durée du mandat, parce que c'est une réforme très lourde, avec la révision des valeurs locatives, mais c'est aussi d'avoir des premières approches et plus
quelques éléments de solution dans la loi de finances 2015. Le comité des finances locales doit faire des propositions à Jean-Marc Ayrault. Les élus plaident d'ores et déjà pour une plus grande autonomie budgétaire. Pour l'instant, il y a 2 projets de loi de finances, un pour la sécurité sociale, un pour l'État qui englobe aussi les collectivités. Mais je crois qu'il serait sain qu'il y en ait un pour les collectivités. Ça donnerait beaucoup plus de lisibilité à l'ensemble de nos concitoyens. En attendant, les collectivités locales sont au régime. L'État prévoit de réduire ses dotations de 3 milliards d'euros sur la période 2014-2015. Mort d'un tortionnaire non repenti, son nom gardera à tout jamais une odeur de soufre. Paul Ossarès avait revendiqué au début des années 2000 la torture pendant la guerre d'Algérie, ce qui lui a valu une condamnation pour apologie de la torture. On écoute un extrait en 2001 de l'émission Bibliothèque Médicis présentée par Jean-Pierre Elkabbach. Je ne pense pas avoir provoqué un choc terrible dans la société française, dont la majorité des membres n'ont rien connu à la guerre d'Algérie. Ils étaient trop jeunes. Je ne pense pas avoir provoqué un choc dans l'armée. Quant à ma famille, je ne pensais absolument pas, en écrivant ce livre, qu'il lui était notamment destiné, qu'elle, comment dirais-je, éprouverait le choc qu'elle a éprouvé et qui constitue pour elle un véritable drame. Parce que vous ne l'avez pas dit à vos enfants avant. Je ne l'avais pas dit à mes enfants. Et actuellement, mes enfants me renient. Mais quelle punition, à votre avis, vous vous donneriez? Je ne m'en donnerai aucune. On ne peut pas condamner un militaire qui a fait son devoir dans des conditions dictées par des circonstances. Voilà pour l'extrait de l'émission Bibliothèque Médicis, c'était donc en 2001. Difficile, très difficile, équilibre entre la transparence de la vie politique et le respect du secret médical. Après la révélation de l'opération de François Hollande en 2011 pour une hypertrophie bénigne de la prostate, eh bien la classe politique appelle au respect de la vie privée. Le sujet est sensible et il l'a toujours été. On voit cela avec Jérôme Rabier. C'est l'un des derniers tabous en politique et une constante dans l'histoire de la Ve République. La santé des chefs d'État reste l'un des secrets les mieux gardés depuis la mort en exercice de Georges Pompidou en 1974. François Mitterrand en est évidemment le symbole puisqu'il a caché son cancer de la prostate pendant la quasi-totalité de ses 2 septennats. Pas question pour nos dirigeants d'afficher une faiblesse face aux électeurs. Imaginez qu'un homme politique se déclare malade, qu'il aille à la télé et puis qu'ensuite il veuille postuler à la fonction suprême. On peut penser que les électeurs se détourneront de lui. Alors coûte que coûte, ils doivent rassurer ce que s'empressa de faire Jacques Chirac à sa sortie de l'hôpital après un accident vasculaire cérébral en 2005. Je me sens, je vous le dis tout de suite, en très bonne forme. Le péché de François Hollande a peut-être été, comme ses prédécesseurs, de promettre une transparence totale, y compris sur sa santé. Ça n'est pas grave, c'est la manière qui n'est pas bonne. Là où il y a faute, s'il y a faute, c'est de ne pas l'avoir annoncé quand il a fait sa campagne. La barrière du secret médical est en tout cas défendue par la plupart des hommes politiques. Jean-Marc Ayrault l'a rappelé en se moquant de l'intérêt médiatique autour de ces questions. Si j'ai un gros rhume demain matin et que je suis indisposé, que je ne viens pas aux séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas faire un événement politique? À l'heure de la pipolisation de la vie politique, révéler son état de santé reste à la discrétion du président de la République. Aucune loi ne l'oblige en effet à communiquer sur cette question. La suite du 22h et c'est le club d'éditorialistes du mercredi avec plusieurs thèmes au cœur de notre débat ce soir. D'abord, nous venons de le voir, le difficile et délicat équilibre entre la transparence de la vie politique et le respect du secret médical, on va en parler. Et puis autre thème ce soir, que fait la droite? À 3 mois des municipales, l'UMP cherche le ton pour contrer la politique du gouvernement, cherche mais ne trouve pas forcément. Enfin, autre sujet, les Français sont de plus en plus nombreux à avoir du mal à payer leurs impôts.
impôts, retard, échelonnement des échéances. Beaucoup de contribuables ne s'en sortent plus. Analyse à suivre tout à l'heure, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Mais d'abord, l'invité politique du 22h ce soir, il a été président du Sénat, ancien ministre du Travail. Il est sénateur UMP des Yvelines. Gérard Larcher, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Et à notre compagnie ce soir pour le club d'éditorialiste Thomas Wider. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique au Monde. Et Guillaume Tabar. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Sonia. Éditorialiste au Figaro. Parlons d'abord de cette actualité, Gérard Larcher, sur l'opération de François Hollande, mais plus généralement sur les maladies ou même opérations bénignes des présidents. Le sujet de la santé, il est toujours extrêmement sensible, délicat en France. Oui, et puis en plus, le président s'était engagé, mais quand on examine, j'allais dire, la pathologie qui nous est annoncée, elle est classique et elle est assez banale. Elle est une pathologie masculine, j'allais dire, sans vrai problème. Alors, après, c'est le président par rapport à son engagement, mais j'avoue que pour moi, ça relève de la décision personnelle et de la vie privée. Et je crois que ça ne mérite pas qu'on en fasse toute une histoire. La classe politique a fait bloc justement derrière le président. Et le Premier ministre, ce matin, s'est agacé, parlant de dérive et de dérive médiatique. C'est le cas ? Non, je ne crois pas que c'est la dérive médiatique. Le président s'était engagé. Il y a une réalité, mais qu'il faut remettre à sa place. Est-ce qu'il faut qu'on annonce qu'on a une forte angine et que ça fasse l'objet d'un communiqué? Il peut y avoir des pathologies, j'allais dire, qui résonnent moins fortement et qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc je crois que c'est un problème de responsabilité et de conscience personnelle du président. Pourtant, Guillaume Tabar, si ça prend peut-être autant d'ampleur, ou en tous les cas s'il y a de l'écho, eh bien c'est parce que les Français restent marqués par des précédents, bien sûr. Oui, mais je pense que c'est là où nous, journalistes, avons quand même aussi un rôle à jouer, qui est celui toujours de rappeler la hiérarchisation des faits. Tout n'est pas équivalent, tout ne se vaut pas. Une simple opération de la prostate comme celle qu'a subie François Hollande lorsqu'il était candidat, et puis un cancer tel que l'a eu François Mitterrand, qui était durable et sur lequel ont été publiés des bulletins de santé mensongers et délibérément mensongers, ça n'est pas la même chose. Bon, et donc on dit la transparence. Dans un cas, il y a eu mensonge organisé au sommet de l'État. Dans l'autre cas, il y a eu, même pas malade, un homme ayant franchi la cinquantaine qui, comme vous le disiez, a eu une opération qui est malgré tout assez fréquente pour un homme de cet âge-là. Voilà, donc... Oui. Mais en même temps, on peut en parler, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Et je pense qu'il faut à la fois plus de naturel de notre côté, nous, citoyens, journalistes, et sans doute nous, les politiques, et puis de simplicité des politiques. C'est-à-dire que si François Hollande, sur le moment, avait dit, voilà, tiens, demain je me fais opérer l'appendicite, on n'en parle plus, ça n'aura pas fait un problème. Mais Thomas Wider, oui. Le sujet, la question, c'est de savoir s'il y a eu de la part de François Hollande mensonge ou tout au moins dérogation à des engagements qu'il a pris. Il faut être simple, je pense. François Hollande s'est engagé. Je me souviens, c'était le 26 janvier 2012. C'était le jour où il présentait ses 60 engagements pour la France. La question lui a été posée, parce qu'elle est rituellement posée aux candidats à la présidentielle, de la transparence. Il a lié deux sujets ce jour-là. Il a parlé de la transparence sur son patrimoine et la transparence sur la santé. C'est intéressant parce qu'on voit d'ailleurs depuis... La santé, c'est un élément majeur du patrimoine. Vous avez sans doute raison. Et ce jour-là, il a dit « je ferai la transparence totale quand je serai président de la République ». Quand il a été élu en mai 2012, 3 semaines après, il y a eu un premier communiqué qui a été publié, auquel était adjoint un engagement, si on peut dire, disant il va y avoir un communiqué tous les 6 mois. Il a été fait état d'un examen clinique se révélant normal. L'adjectif avait fait sourire à l'époque, parce que décidément c'était l'adjectif hollandais par excellence, mais tant mieux pour lui, en l'occurrence. Et puis il y a eu un deuxième communiqué en juin 2013. Donc on voit d'ailleurs que le délai n'a pas été tout à fait respecté, mais il s'était passé exactement la même chose sous Sarkozy. Il avait dit tous les 6 mois, et ensuite ça s'était espacé. Mais toujours est-il que pour revenir à l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, il n'y a pas mensonge dans la mesure où l'opération dont il est question date avant même qu'il soit candidat. Qui plus est, elle est bénigne. Vous avez dit, Monsieur Larcher, que c'est extrêmement courant. Donc maintenant, évidemment, la question... Je suis vétérinaire pour dire ça, pardonnez-moi. Oui, mais on est malheureusement fait tous à peu près pareil. Notre dessinateur, Henri va préparer voilà, quelque chose là-dessus d'ailleurs. Il n'y a pas, mais cela dit, et évidemment qu'il y a une sensibilité des Français, et Guillaume l'a rappelé, par rapport aux précédents, Pompidou, Mitterrand, et même Chirac, d'une certaine façon. Donc je pense qu'il faut être très clair
faire par rapport à ça. Et il faut qu'on soit sûr. Et là, il y a peut-être des choses à faire et des réflexions à avoir sur la façon dont doivent être faits les examens de santé du président de la République. Est-ce que ça doit être par un collège de médecins, etc. Là, on peut réfléchir à l'infini. Et peut-être une parenthèse, regardez justement la caricature d'Hervé Baudry. Entre Corésiens, on aurait pu partager la chambre. Dit Jacques Chirac, qui a subi une opération rénale qui s'est très bien passée. On avait eu d'ailleurs en ligne son gendre et ancien secrétaire général de l'Élysée, Frédéric Salabarou. Si vous permettez un petit mot d'histoire, parce qu'on dit beaucoup, vous l'avez rappelé aussi en début de cette émission, que tout ce tourbillon était aussi lié à la fois à l'accélération du temps politique et médiatique, les chaînes d'infos, etc., et aussi à la pipolisation de la vie politique. Mais j'ai regardé cet après-midi, vous savez, quand le général de Gaulle, en tant que président, avait été opéré de la prostate, c'était donc le 17 avril 1964. Le 16 avril au soir, il était à la télévision devant les Français. Il a parlé de quoi? Il a parlé du pouvoir d'achat qui avait augmenté de 21% sur 5 ans, et on en est très fiers, du marché commun, de la force de frappe. Pas un mot pour dire, et je vous préviens que demain... Non. Et le lendemain, à 19h15, communiqué laconique de l'Élysée, apprenant qu'il avait été opéré de la prostate. Un début de polémique naît. On dit quand même, et l'Élysée nous informe mal, pourquoi l'a-t-on pas su plus tôt, etc. Bon, donc vous voyez, ce même débat sur jusqu'où doit-on aller dans la transparence, il y a 50 ans, il se posait déjà de la même manière, il n'y avait pas encore les chaînes d'infos. Et le général de Gaulle n'était pas entré dans la pipolisation. Non, justement, ça, on peut le confirmer. On va parler d'un autre sujet ce soir, c'est la droite et l'UMP. Gérard Larcher, ils parlent, ils s'opposent, mais on ne les entend pas. Ils n'impriment pas, comme on dit. Pourquoi, selon vous ? Moi, je crois que l'UMP a quelques difficultés, j'en suis membre, de se remettre, j'allais dire, d'un rendez-vous raté avec ses militants il y a un an. Et que donc, le leadership qui est assez classique dans un parti dont l'héritage est un peu bonapartiste pour une grande partie, et pour l'autre parti plutôt orléaniste, mais qui a donc besoin, j'allais dire, d'un leader, d'un chef. Et ça, c'est naturel. Je crois que néanmoins sur le terrain, et demain je serai à Dijon pour soutenir avec Bernard Accoyer, Alain Houpert, sénateur, et autour du thème retrouvons-nous. Parce que c'est un sujet d'ailleurs. Oui, retrouvons-nous. C'est ambitieux. Parce que je pense que la responsabilité, c'est important dans une démocratie, d'avoir une opposition qui ait sa cohérence. C'est important parce que pour le pays, avoir une majorité qui elle-même doit avoir sa cohérence, et au Sénat, elle démontre une certaine forme d'incohérence, et avoir une opposition qui ait sa cohérence dans la diversité de ce qu'elle représente, y compris à l'intérieur de l'UMP, ça évite des dérives vers les extrêmes, ça évite une forme de désespérance. Et dans un pays angoissé, je crois que nous avons la responsabilité, et je le dis comme membre de l'Union pour un mouvement populaire, nous avons la responsabilité de nous retrouver. C'est une exigence qui doit dépasser, pardonnez-moi, comme Juppé, je pense vraiment. Vous auriez tilté, bon Dieu, qu'on nous foute la paix avec 2017, on n'est même pas en 2014. On verra tout ça en 2016. Occupons-nous des Français. Bon. Occupons-nous des Français, j'allais dire demain 5 décembre. Dans quel état êtes-vous? Votre parti, regardez la caricature d'Hervé Baudry, salle de réanimation UMP, prostate, non, prostration. Oui, c'est pas le même type d'opération. D'un côté, mais quel est le remède? D'un côté, de finalement proposer aux Françaises et aux Français un vrai projet, d'être à leur écoute, d'être attentifs et de ne pas nous regarder nous-mêmes. En fait, nous nous regardons nous-mêmes dans un débat d'ambition. L'ambition est légitime à la condition que ce soit pour un projet. Et moi, j'ai toujours dit que je préférais mon pays à mon parti. On va parler de vos propositions. Sur ce sujet, Guillaume Tabar, Jean-François Copé a pris un peu le large aux États-Unis. Alain Juppé se concentre sur Bordeaux. François Fillon, il a parlé hier, mais pour se justifier encore longuement sur ce qu'il avait dit sur le Front National. Il parle, mais face à cette situation, il pourrait profiter justement de la faiblesse de l'exécutif. Ça ne marche pas. Oui, écoutez, je vais dire quelque chose que même M. Larcher n'ose pas dire, parce qu'il se dit que s'il le disait, il ne serait pas crédible. C'est qu'à l'UMP, ils sont plus unis qu'on ne le pense. Alors, on voit ces divisions de personnes, et elles sont réelles, et elles empêchent l'UMP d'être audible. Mais chacun dans son coin. Alain Juppé, Jean-François Copé, François Fillon, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, etc., et d'autres encore, ils travaillent tous. Quand on regarde le fruit de leurs réflexions, de leurs travaux, de leurs colloques, etc., on arrive finalement à un corpus idéologique. Oui, c'est ce qu'on devrait faire le 18 décembre d'ailleurs. Rassembler un certain nombre de propositions. Moi, je travaille sur le dossier du temps de travail. Un sujet sur lequel j'ai été de ceux qui croyaient au partage du travail, eh bien c'est un dossier que
que j'ai remis sur la table et que je présenterai d'ailleurs au mois de décembre. Bon, oui. Parce que, alors là, décidément, ce soir, je vais faire un peu d'histoire, mais quand on se souvient d'un certain nombre de débats au RPR ou à l'UDF entre un Pasqua et un Juppé, un Séguin, un Balladur, etc., il y avait des lignes de fracture profondes sur l'Europe, sur l'économie, sur le rôle de l'État, sur la société. Aujourd'hui, tous, quelles que soient les sensibilités à l'UMP, défendent le retour aux 39 heures, une retraite reportée, la fusion des départements et des régions. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord au Sénat. Enfin, une réforme de l'État un peu audacieuse. Bon, il y a ce corpus idéologique qui existe et qui se met en place. Mais c'est vrai que tant que chacun court dans sa ligne, et puis bien sûr, on est à l'œil rivé sur celui qui... Regardez la caricature d'Hervé Baudry, c'est bientôt la Saint-Nicolas. Le 6 décembre. Après Saint-Nicolas, c'est Noël. Oui, mais pour l'instant, la hotte de l'UMP n'est pas bien remplie. On va la remplir le 18 décembre. Thomas Wider. Mais sur ce, on ne va pas parler de l'éternel retour, mais du recours, mais il est vrai que même les fillonistes s'agacent en ce moment et disent que justement, sur le terrain, les militants de plus en plus parlent de ce recours parce que justement, l'UMP a du mal à se faire entendre. Moi, ce qui me frappe pour faire aussi un peu d'histoire, c'est que finalement, je pense que c'est un grand classique et surtout les institutions de la Ve République qui naturellement font converger tous les regards vers un seul homme quand il y a une défaite présidentielle. D'une certaine façon, c'est tout le corps qui est lui-même orphelin, etc. Donc il faut du temps pour se reconstituer. Ça concerne à la fois aussi bien la droite que la gauche, parce que finalement, quand on se resitue en 2007-2008... C'est ce qu'a connu le Parti Socialiste après la défaite de Jospin, son absence au deuxième tour. Et puis, Congrès de Reims en 2008, un an après la présidentielle, le psychodrame, bon voilà. Et puis finalement, ça ne les a pas empêchés de gagner la présidentielle 4 ans après. Donc évidemment, on peut dire, c'est naturel, il faut un temps qu'on peut trouver trop long, qu'on peut trouver parfois occupé à de trop dérisoires querelles compte tenu de la gravité de l'état de la France, on peut le regretter, etc. Mais malheureusement, ça se passe souvent comme ça. Il me semble néanmoins qu'il y a quand même une donnée qui est un peu nouvelle aujourd'hui, qui n'existait pas de façon aussi forte il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est que pour beaucoup de Français, aujourd'hui, l'alternative, c'est le Front National. C'est plus seulement quelque chose qui se joue entre le PS et l'UMP. Et donc si l'UMP offre aux citoyens le spectacle d'un champ de ruines, d'un parti à la fois décervelé et déchiré, et bien pour de plus en plus de Français, ils se tourneront naturellement vers un autre parti qui est le Front National. Et là, il y a une responsabilité. Votre stratégie ni votre ligne encore, Gérard Larcher, sur ce sujet. Bernard Accoyer, il y a 3 semaines, on a écrit ce papier. Retrouvons-nous, parce que je pense que nous avons une responsabilité. Mais retrouvons-nous, ça veut dire très concrètement, poursuivons la construction de ce projet. Ensuite, mettons en place, j'allais dire, la manière de fonctionner qui soit à l'écoute du pays. Retrouvons le terrain, parce que la reconquête des territoires, elle est essentielle. Nous avons commencé à perdre les territoires en 1995, et ça, c'est essentiel. Et proposons, le moment venu, à nos compatriotes, une alternative, qui soit une alternative, j'allais dire, qui s'inscrive dans les valeurs républicaines, c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi je ne pense pas que nous soyons un champ de ruines, mais nous sommes aujourd'hui un espèce de champ avec des tas d'agitations, avec du concret, mais qui n'a pas encore construit une vraie visibilité auquel peuvent s'accrocher nos concitoyens. Gérard Larcher, il y a déjà des propositions, puisqu'au sein de votre think tank sur la santé, vous faites des propositions, et notamment celle de placer, vous allez nous en parler. Oui. Mais mon think tank n'a rien à voir avec l'UMP. Vous savez, j'ai une vie antérieure, j'ai été président des hôpitaux publics. Et un jour, j'ai voulu qu'on en finisse de ces débats entre public, privé, avec ou sans but lucratif, et qu'on se pose la question, comment on répond? C'était le sens de mon rapport sur l'hôpital, avec qualité et égalité aux besoins de santé de nos compatriotes. Et vous voulez placer l'assurance maladie sous le contrôle de l'État, sans remettre, dites-vous, en cause le régime solidaire. C'est quand même une proposition dans le débat politique, public. Hein. C'est d'abord un économiste de la santé, qui est Jean de Carvez-Douai, rocardien d'origine, un Américain, le professeur Goldwyn, qui a travaillé avec un groupe de jeunes médecins, de jeunes directeurs d'hôpitaux, autour de cette idée, d'une idée très simple. Nous venons, non pas de voter, mais vient d'être voté le PLFSS. Aujourd'hui, budget de la santé, près de 12% du produit intérieur brut. On a 330 milliards de déficit cumulé depuis 1996. L'essentiel
l'essentiel, c'est-à-dire la majorité, 60%, du coût de cette santé pèse sur le travail. On a un problème de compétitivité. On a un débat sur la fiscalité. Si on ne pose pas franchement la question du financement de la santé et de son mode d'organisation. C'est même radical de dire aux certains, Gérard Larcher, mais placer attendez, l'assurance maladie sous le contrôle de l'État, ça peut être l'étatisé. Mais pas du tout. C'est donner à l'État son rôle de régulateur, dans le cadre d'une agence, son rôle de régulateur pour arriver à quoi? À faire la fin d'une césure qui est devenue une forme de fiction. D'abord, 31 régimes d'assurance maladie dans ce pays. Alors que depuis la CMU, dans les années 2000, ça n'est plus lié au salaire et aux salariés. C'est l'ensemble des résidents légaux, qu'ils soient citoyens français ou résidents légaux étrangers, qui sont couverts par la maladie universelle. Il faut donc changer de système et faire que nous n'ayons pas d'un côté l'hôpital avec l'État et de l'autre côté la médecine de ville gérée par l'assurance maladie où il n'y a pas eu d'élection. Depuis 1983. Depuis 30 ans, il n'y a pas eu de refondation de la légitimité de l'assurance maladie. Regardez la caricature d'Hervé Baudry, c'est vous, hein? Pour remettre du cheval, hein, pour la sécu, il faut remettre de cheval. Dans tous les cas, moi j'ai un souvenir c'est le veto qui parle. Quand je soignais les chevaux, on avait gagné la médaille d'or. J'y étais pour rien, c'était la qualité des chevaux. C'était ma vie antérieure, en 76 à Montréal. Voilà. Peut-être une réaction, messieurs Guillaume Tabar et Thomas Wider, sur l'assurance maladie, malgré tout placée sous le contrôle de l'État. Hein. C'est quand même une réforme qui est assez tranchée et radicale. Parlement. Oui, aussi. Réforme Juppé, réforme Juppé. Je ne prétends pas être un expert des questions sociales autant que Gérard Larcher, mais il est clair, à droite comme à gauche, qu'on est arrivé au bout d'un système de financement de la sécurité sociale et qu'on ne peut pas éternellement jouer des prélèvements, les augmenter, surtout que ça va se parasiter avec le projet de réforme fiscale si on veut fusionner la CSG. Bon, c'est-à-dire qu'il faut remettre à plat aussi le financement de la protection sociale. Il y a deux solutions. Soit on joue sur les prélèvements, soit on joue sur les mécanismes mêmes, bon, et arrêter de concevoir simplement l'assurance maladie comme un guichet distributeur sans discernement, sans contrôle. Et c'est, à mon avis, ce dont souffre aujourd'hui c'est le sujet central. C'est le sujet central. Aujourd'hui, ça se fait. Soit on envisage moins de soins, moins de remboursement. Et on a un risque d'avoir un système à deux vitesses. C'est ce qu'il nous faut éviter parce que ça contribue à notre modèle républicain. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, voilà, vous avez employé le mot modèle républicain. C'est-à-dire que quand on pense, quand on a eu ce grand débat sur l'identité nationale lancé par Nicolas Sarkozy, qui a dérivé, un des fondements de l'identité nationale française, c'est la sécurité sociale. Collective, solidaire. C'est vraiment quelque chose à laquelle sont vraiment attachés les gens. Comme vous l'avez dit, le système est à bout de souffle. Moi, ce qui me frappe et me désole d'une certaine façon, c'est qu'il n'y ait pas de vrai débat politique sur ces questions-là. On est dans des discussions qui sont souvent extrêmement techniques. Or, ça engage de vraies visions de la société sur la solidarité, sur la redistribution. Vraie question. C'est l'objet d'ailleurs de ce qu'on appelle ce think tank. C'est maintenant que les politiques s'emparent du dossier. On n'a pas écrit la fin. À partir d'experts, d'un collège d'experts, et là, il y a des gens de toute sensibilité. Je ne suis pas là, le sénateur UMP, mais celui qui est attaché à la notion de la santé. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité politique. Et donc le programme pour les prochains jours, les prochains mois et semaines pour l'UMP, c'est retrouvons-nous, rassemblons-nous, aimons-nous peut-être. Demain, moi à Dijon, comme j'étais dans les Ardennes samedi dernier. Merci d'avoir été notre invité. Pour la suite du 22h et de notre club d'éditorialistes, on va accueillir notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, pour parler d'une tendance inquiétante. De plus en plus de contribuables ont du mal à payer leurs impôts. Les centres d'impôts le confirment et ils sont débordés. On en parle dans un instant, mais d'abord, écoutons sur la fiscalité, justement, un extrait de l'interview de Jean-Marc Ayrault. C'était ce matin sur RTL. Il y a 4 principes qui vont conduire cette remise à plat. La simplification, qui paie quoi, pourquoi. La stabilité, parce que c'est très important pour les entreprises et les ménages. On ne va pas changer tout le temps les règles. Le troisième principe, c'est tout ce qui doit stimuler le travail, l'investissement, l'emploi et assurer la garantie que les services publics seront bien gérés et fonctionneront. Puis le dernier point, parce que c'est l'essentiel, c'est la justice. Et avec Guillaume Tabar, Thomas Wider et notre dessinateur Hervé Baudry, on accueille notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Bonsoir les centres d'impôts donc le confirment, ils sont débordés. Les demandes de report, d'étalement de paiement des impôts augmentent. Beaucoup de contribuables sont désemparés, Jean-Louis. Alors beaucoup, oui, beaucoup, parce qu'effectivement, on subit là l'effet du gel du barème des impôts. Ça a touché 940 000 personnes qui ont rejoint le club des joyeux contribuables, alors que, bien sûr, on l'avait dit, qu'il y avait un gel
gel des barèmes, mais ils n'ont pas fait attention et brusquement ils sont aperçus qu'eux qui ne payaient pas des impôts se sont mis à en payer. Mais ça ne suffit pas à expliquer le phénomène puisque l'ensemble des demandes, paraît-il, s'élèverait à près d'1,5 million. Donc 940 000 qui entrent parce qu'effectivement il y a un gel des barèmes, ce à quoi s'est ajouté le fait qu'on a refiscalisé les heures supplémentaires qui concernaient beaucoup de gens qui ne payaient pas d'impôts et qui se sont donc à ce moment-là trouvés à payer des impôts, la baisse du quotient familial, la demi-part des veuves, etc., etc. Mais effectivement, c'est pas seulement ces gens qui sont venus payer les impôts et qui n'en payaient pas, il y a 1 400 000. Sans doute là-dedans, il y a des gens qui sont tombés au chômage, il y a une forte progression du chômage, et effectivement, ça, ces gens-là se sont trouvés en difficulté devant payer des impôts. Mais quand on regarde les chiffres, effectivement, il y a une augmentation des demandes pour étaler le paiement de l'impôt, 10 à 15% dit-on, mais ça ne représente en tout que 8% des contribuables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rush de l'ensemble des gens qui doivent payer les impôts. Non, il y a 8% des gens, c'est beaucoup, mais en fait, ce n'est pas un phénomène absolument massif. Ce qui est plus intéressant dans cette histoire, à mon sens, c'est la difficulté pour l'État à faire rentrer l'impôt. C'est-à-dire que vous savez que normalement, en 2012, les hausses d'impôts ont atteint 30 milliards. Or, on s'aperçoit qu'au bout du bout, il y a 11 milliards qui manquent par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Donc on augmente l'impôt de 30 milliards et il manque 11 milliards. Et là-dedans, sur les 11 milliards, il y en a 4 milliards qui viennent de l'IRPP. Et là, il y a un débat. Pourquoi les impôts rentrent-ils aussi mal? Monsieur Cazeneuve nous dit c'est par cause de la conjoncture. La conjoncture fait que, effectivement, ça joue, notamment sur les entrées de TVA, sur l'impôt sur les sociétés et sans doute en partie sur l'IRPP. Mais ça ne peut pas expliquer le tout. Il y a certainement aussi, devant le fait qu'il y a une hausse de la pression fiscale, les gens cherchent un moyen de ne pas la payer. Et sur la TVA, certainement, le travail au noir. Ils cherchent un moyen de ne pas la payer. Impôt impossible. Ça arrive devant les centres d'impôt là aussi. Mais impossible n'est pas français, normalement. Je ne comprends pas. Parfois, ça peut l'être. Guillaume Tabar, c'est la face concrète du ras-le-bol fiscal, la face sombre, j'allais dire. Ce n'est pas un sentiment, le ras-le-bol fiscal, c'est une réalité aussi. Par rapport au ras-le-bol lui-même, ce qui serait encore plus inquiétant, c'est s'il y avait une troisième étage à fusée qui s'ajoutait, qui serait une sorte de grève de l'impôt. On a entendu ça ces dernières semaines, un certain nombre de gens qui, pour protester contre ces hausses d'impôts, disaient après tout, nous, on ne va pas payer. L'État lui-même, quand il ne peut pas rembourser, il ne rembourse pas. On va faire pareil. Et là, je pense qu'on voit un peu l'effet pervers des choses. C'est-à-dire qu'on a vu au début, lorsque il y a eu les tranches supérieures qui ont été rajoutées, tout le débat aussi, 75%, on a vu une part d'exil fiscal des foyers fiscaux les plus riches, donc les plus imposés. Donc on a vu une partie des recettes fiscales provenant des gens les plus élevés qui partaient à l'étranger, et maintenant on voit la partie la plus faible des contribuables qui ne peuvent plus non plus verser à l'État. Donc l'État, à l'arrivée, se trouve avec un manque de recettes, et on voit, ça me paraît être une traduction très évidente du trop d'impôt tue l'impôt. On augmente les sommes globales, mais à l'arrivée, l'État récolte moins parce qu'il y a un effet ou dissuasif ou tout bêtement d'impossibilité, comme le signalait Jean-Louis, qui est contre-productif. Thomas Wider, et pourtant, quand de la gauche et Jean-Luc Mélenchon descend dans la rue en criant révolte fiscale, il n'y a pas énormément de monde. Alors entre 7 000 et 100 000, je n'ai pas fait le décompte exact, mais ça ne génère pas beaucoup de monde dans les rues. Alors qu'il y a un vrai ras-le-bol fiscal qui s'exprime et de vraies difficultés. Est-ce qu'il y a une résignation sur ce sujet? Non, je ne pense pas qu'il y ait de résignation. Je pense que le fait que Jean-Luc Mélenchon ne fasse pas descendre des foules incroyables dans la rue, c'est lié aussi à sa personne, à son histoire, mais il ne faut pas faire de corrélation. Je pense qu'il y a un vrai... Alors, ras-le-bol fiscal, oui, mais il y a un double phénomène que vous avez bien décrit, qui est à la fois un refus par certains de payer, de contribuer, parce qu'ils estiment que c'est injuste, et puis une incapacité aussi pour certains, notamment pour ces classes moyennes inférieures, qui tout d'un coup se retrouvent à entrer dans l'impôt. Je pense qu'il faut être quand même très vigilant avec ces questions-là. Là aussi, l'histoire nous aide. On sait qu'on est un pays qui a une sensibilité à ces choses-là. La notion de grève de l'impôt, ça fait référence aux années Poujade dans les années 50. Ça fait aussi référence, et à mon avis c'est peut-être presque plus intéressant, au début de la Troisième République, à l'époque de la République radicale, quand il y a eu ces grandes crises dans le vignoble languedocien, la notion de grève de l'impôt apparaît à cette époque-là. Et il y a à ce moment-là une séquence politique, on appelait pas ça comme ça à l'époque, mais qui a été vraiment intéressante, c'est qu'on est dans les années 1906-1907, et c'est 5 ans plus tard qu'est créé l'impôt sur le revenu par Joseph Caillaux.
bien connu dans cette maison. Et tout ça pour dire que... Monsieur le directeur du Figaro. Tout ça pour dire, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que je pense que on a beaucoup parlé, vous avez dû en parler ici, de la réforme fiscale engagée par Jean-Marc Ayrault. Ça a été beaucoup commenté sous l'angle du coup politique, Ayrault, Hollande, etc. Sans doute qu'il y a de ça. Mais je pense qu'il y a pour le coup un vrai enjeu et il y a quelque chose à jouer. C'est-à-dire que dans ce climat-là, vraiment, il y a une occasion en or pour l'État, même si je suis assez pessimiste sur vers quoi ça peut déboucher, pour reprendre la main et pour refonder le pacte républicain autour de l'impôt. Il y a cet aspect-là, et il y a aussi un aspect de crise financière, quand même, qui est important. Et généralement, on voit la crise financière uniquement en regardant les problèmes de la dépense, des problèmes publics. Or, si vous regardez, par exemple, on vient de parler des 11 milliards qui manquent au budget de l'État. À ça s'ajoute 4 milliards de retard de paiement de cotisations sociales à l'URSSAF. Les entreprises, on voit les délais de règlement s'allonger et qui sont considérables. C'est-à-dire 60% des entreprises ne paient pas leurs fournisseurs dans les temps. C'est une masse qui représente à peu près 13 milliards. On voit aussi les retards dans le paiement des salaires. À peu près cette année, on sera sur 3-4 milliards. Donc on voit bien qu'on a aussi un aspect crise financière qui bloque un petit peu le système et qui rend le pilotage de la situation fiscale et financière extrêmement compliquée. Et la réforme aussi quasiment impossible. Voilà, et la réforme quasiment impossible. Réforme quasi impossible, ça y est, c'est vendu, plié, alors que les consultations se poursuivent. Disons la remise à plat. La remise à plat. On sait dire que toute réforme structurelle ne peut se faire que lorsqu'il y a ce qu'on appelle un peu de grain à moudre. C'est-à-dire que, puisque par définition, une réforme fait des perdants et des gagnants, pour qu'il y ait moins de perdants possible, il faut compenser ça. Aujourd'hui, l'État n'a aucunement les moyens de compenser. Donc, ce qui rend effectivement pessimiste sur l'issue de la réforme. Voilà, et on voit un contribuable qui se présente au centre des impôts. Je viens pour une remise à plat fiscale, vous voulez dire étalement. C'est pas là. Revenons sur ce qu'a dit peut-être Jean-Marc Ayrault ce matin sur RTL, qui était agacé puisqu'il a dû surtout beaucoup commenter l'état de santé de François Hollande alors qu'il voulait parler de sa remise à plat fiscale. Est-ce qu'il a promis, en tous les cas, éclairci des points, Jean-Luc Gombault, sur notre situation fiscale, l'accélération, la décélération des impôts, du niveau des impôts? Simplement les extraits que vous avez cité tout à l'heure, et je ne crois pas qu'il soit allé jusque-là. Et le problème qui va se poser, c'est qu'effectivement, je crois qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, il n'y aura pas de remise à plat, il n'y aura pas une grande réforme fiscale, il y aura des aménagements techniques, et ça risque de se retourner contre lui en matière politique. Parce que vous faites monter quelque chose, et si au bout du bout, vous n'avez pas grand-chose dans la besace, ça va lui être reproché. Donc alors le que coup peut-être politique, il va finir bing sur le nez, finalement. Quelque part, vous donnez des moyens à vos adversaires de vous battre en disant, en fait, vous n'aviez rien, on parle de ras-le-bol, mais vous, la besace est vide. Et donc, à partir de là, ça va être compliqué politiquement à gérer. Jean-Marc Ayrault a gagné un peu d'oxygène politique pour quelques semaines, ça a certainement lever toute la pression sur un éventuel changement de Premier ministre, mais c'est vrai que ce qu'il gagne aujourd'hui va se payer dans quelques mois. Il ne faut pas non plus, faut pas que ça dure trop longtemps, en même temps c'est parti pour durer. Moi ce qui me frappe, mais parce que vous parliez de l'intervention du Premier ministre ce matin sur RTL, je me mettais à la place des gens qui écoutaient cette émission ce matin. Ils se disaient, on a le Premier ministre à la radio, bon, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Il n'a rien à annoncer, finalement. Il ne vient pas avec un message particulier. Donc il y a une attente quand même aujourd'hui. La pédagogie pour dire qu'on consulte, qu'on va voir, qu'on n'annonce surtout pas de calendrier, que c'est pas le moment. Je trouve qu'il y a une vraie question. C'est pas seulement de la communication politique comme on l'entend, c'est que dans un climat comme aujourd'hui où il y a de fortes attentes, où lui-même met la barre assez haut, je vais faire cette réforme, etc. Je viens parler aux Français 15 jours après avoir fait une interview aux Échos, lue par très peu de gens, enfin beaucoup moins de gens qu'il n'y a d'auditeurs d'RTL. Il faut dire des choses. Et finalement, il se retrouve aujourd'hui à commenter l'histoire de la prostate de François Hollande. Et je trouve que ça donne un spectacle qui n'est pas très réjouissant. Et est-ce la raison pour laquelle on a l'impression que le président de la République retarde sa conférence de presse ? Si vous avez des informations sur ce sujet. Les rares informations fiables que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses, je pense qu'il faut être prudent avec ça, c'est que François Hollande compte s'exprimer quand il va avoir une forme de bonne nouvelle un peu tangible à annoncer. Donc là, si vous voulez, il y a eu ce début d'inversion de la courbe du chômage qui demande à être confirmé. On verra.
Attendez, Hervé Baudry, juste avant, peut-être, oui, je voulais vous montrer ce dessin-là. Oui, c'est l'attention. C'est Jean-Marc Ayrault qui va finir par faire un ulcère. Et puis il faut faire attention, parce que s'il dit je vais à la radio, il faut bien comprendre. Hein. Je vais à la radio et je ne vais pas faire une radio. Attention, c'est pas pareil. Allez, comme tous les mercredis, je vous propose à présent de commenter la revue de presse de vos hebdos. On va les voir s'afficher avec d'abord l'Express qui, vous allez le voir, consacre sa une à la dernière chance de François Hollande après une récente couverture intitulée « Au bord du chaos ». Eh bien, voici la dernière. Sa dernière chance, justement, est l'hebdomadaire qui détaille cette fois-ci les 5 cartouches, là voilà, les 5 ennemis et les 5 boulets du président. C'est à découvrir. 5 ennemis, c'est pas énorme hein, pour le président de la République. Le Nouvel Observateur à présent. Peut-être que vous vouliez commenter celle-ci, la dernière chance. Non, elle est effectivement. On peut refaire plusieurs couvertures comme ça avec la dernière chance. On a beaucoup parlé du Hollande bashing dans les hebdos. Cette couverture-là est de tonalité plus positive que des couvertures. Oui, si, bah si. Oui. Sa dernière chance, ça veut dire, oui, encore une chance, au bord du gouffre, c'est bon. Oui. Donc, là encore, c'est comme pour le chômage, hein, on n'est pas encore à l'inversion, mais... Au bord du gouffre, faites pas un pas en avant. Voilà, c'est ça. Le Nouvel Observateur à présent, je suis sûre que vous allez beaucoup commenter, ce sont les personnalités toxiques, oui, celles qui vous pourrissent la vie. Alors, il y aurait la collègue, mais pour chaque personne, hein, Guillaume Tabar, il n'y a pas de nom forcément, mais ça peut être votre collègue au Figaro, par exemple, je ne sais pas, la bonne copine, l'amant, donc, ou la maîtresse, la voisine ou encore le psy. Ce sont les narcisses hein, qui asphyxient et vampirisent leur entourage. Pas de commentaires. Hervé Baudry, pas de narcisse en vue. Pas de maîtresse, pas de... Non. Mon voisin n'est pas toxique. Je vous le confirme. Il est là tous les soirs. Il n'est absolument pas. Enfin, Le Point qui s'intéresse aux animaux. Oui. Intelligence, émotion, les incroyables découvertes, titre l'hebdomadaire. Il s'agit des bonobos, des poulpes et des cochons. Leurs prouesses sont à découvrir. Jean-Louis Combeau me regarde en disant que je ne suis pas en train de donner les vraies unes, mais c'est la vérité. Il ne faut pas se fâcher avec les gens qui ont des animaux. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent sur ce sujet. Voilà pour les unes cette semaine, donc l'Express, Le Point et le Nouvel Observateur. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités pour le Club éditorialiste. Merci Hervé Baudry. Merci, un petit dessin, on va pas parler de l'Afrique. Tout à fait. J'ai peut-être une faute à Sangaris parce qu'il y a les opérations à Serval, Sangaris en Afrique, mais il ne faut pas oublier l'opération prostate aussi, c'est très important. On lui souhaite un prompt rétablissement, il est déjà récupéré. Bien sûr, la dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Agathe Pecasta. La Commission européenne voit rouge. Plusieurs banques, dont la Société Générale, se voient infliger une amende record pour avoir manipulé des taux interbancaires. Au total, une sanction de 1,7 milliard d'euros. Ces taux de référence ont été convenus entre les intéressés, une véritable entente entre concurrents pour fausser les prix. La Banque française a annoncé accepter l'amende d'un montant de 446 millions d'euros. Elle affirme que les faits reprochés ont été opérés par un ancien salarié qui aurait agi à l'insu de sa hiérarchie. Les sages censurent des éléments de la loi anti-fraude fiscale. Le Conseil constitutionnel invalide l'instauration d'une garde à vue de 96 heures. Le scandale de l'affaire Cahuzac avait accéléré l'élaboration d'une loi plus répressive. Le gouvernement devra donc revoir sa copie. Le modèle des gardes à vue de la grande criminalité et la lutte contre le terrorisme avait été choisi. Une disposition qui va à l'encontre des libertés individuelles, selon le Conseil. Les juges souhaitent entendre Serge Dassault. Les magistrats du pôle financier de Paris réclament donc la levée de son immunité parlementaire. Le sénateur UMP est soupçonné d'achat de vote lors des élections municipales de Corbeil-Essonnes entre 2008 et 2010. Si le bureau du Sénat accepte, Serge Dassault pourrait être entendu en garde à vue. La Redoute reprise par sa propre direction. Le groupe Kering a fait son choix et cède son entreprise de vente à distance à un duo qui connaît bien les lieux. Nathalie Bala, l'actuelle dirigeante de la Redoute, et Éric Courteil, secrétaire général du pôle vente à distance. Du côté des salariés, l'annonce ne fait pas l'unanimité. Il faut qu'elle amène aussi Madame Bala, je veux dire les justificatifs des financements qu'elle va aussi apporter. Et nous, après, une fois qu'on aura l'ensemble de ces éléments, on sera à même de juger si ce business plan est cohérent ou non cohérent. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. Tout de suite, l'émission Déshabillons-les, présentée par Hélène Risser. Belle et douce nuit. À demain, avec plaisir.